knows a lot more about you than you know about Google. Je pense qu'ils veulent conquérir le monde, 3 petits points, de l'information. Google a envie effectivement de devenir le moteur de recherche ultime, c'est-à-dire à un moment donné, Internet c'est Google. We touch the most important thing to people, and that's information. They have said they keep everything and they keep it as forever. Quand on n'est pas sur Google, on n'existe pas. We like to under-promise what we're going to give and over-deliver. Ne faites pas le mal, nous disent-ils. Très bien, pas le mal. Et en même temps, il faut plaire à Wall Street. In our experience, they've erred on the side of making money. Google is today worth more than 6 times General Motors' value. You know, it has more gravity and perturbs the world in the way other companies can't. Je pense que le succès de Google vient en partie du fait que c'est gratuit, que ça marche. Et lorsque les gens l'utilisent, ils en deviennent accros. Ils y retournent plusieurs fois par jour. New addiction has placed American college students at risk. But this addiction doesn't involve drugs or even alcohol. It involves something even more dangerous. Google.com. Every day, millions of college students across the country use Google to look up information. But sadly, some are becoming addicted. Hi, my name's Tim, and I'm addicted to Google. What do you Google? What do you search? Everything. Pornography, things relating to studies and classes, books I want to buy, pornography. I'm addicted to using Google. I use it to look up people. I use it when I am interested in a girl and I don't want to seem like a stalker to her, so I go on the internet. And my dog's name is Google, so it kind of dominates my life. What do you say to those people that say Yahoo is a superior search engine than Google? That's like the stupidest question I ever heard. Yahoo is a directory, not a search engine. Google is a search engine. Idiot. Il y a plusieurs modèles de moteurs de recherche. Celui qui est utilisé par Google et qui est le modèle dominant aujourd'hui, ce sont des robots qui circulent sur les tuyaux de l'Internet et qui vont chercher des informations dans tous les endroits où c'est ouvert et où c'est accessible. Ils vont sur chaque page, ils regardent chaque mot, ils les rapportent sur leur disque et ils indexent ainsi tous les mots de toutes les pages. Ils font ça en permanence pour toutes les pages du monde. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans un bed and breakfast en même temps qu'une femme assez âgée qui m'a raconté comment elle avait découvert ce moteur de recherche génial nommé Google. Elle tapait le nom de ce qui restait dans son frigo, suivi de mots soupe, et elle obtenait une recette incluant ces ingrédients. Je crois que c'est l'exemple le plus terre-à-terre et le plus simple que j'ai rencontré. Listez ce que vous recherchez et laissez le moteur de recherche le trouver pour vous. Dans chaque site web, il y a plusieurs pages. Chacune des pages est, entre guillemets, pistée, traquée, et on calcule les liens qu'il y a entre 2 sites web. Et donc, ce calcul vous permet d'avoir la pertinence. On trouve en haut de la liste les pages les plus populaires, celles qui ont été le plus visitées, donc considérées par les gens comme étant les plus intéressantes. Et c'est le cœur de leur système. C'est ce qu'on appelle l'algorithme PageRank. On a summer day, you can find your way to a little green park where the Google heads play. You'll know they're there by the clothes they wear and their Google head eyes and their Google head hair. 'Cause they're the Google heads, they shake their doodle heads. They're the Googa 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 Google heads. They're the Google heads, they shake their doodle heads. They're the Googa Googa Google head crew. I'm a Google head too. Is what you'll say. I'm a Google head too. Is what you'll say. Il faut savoir que derrière l'algorithme de Google sont plusieurs dizaines de millions d'équations mathématiques qui vous donnent
ce sentiment d'avoir des résultats, sentiment et aussi ce qui est vrai, des résultats très pertinents. C'est un peu comme si un bibliothécaire allait dans toutes les bibliothèques, lisait tous les livres pour trouver les articles potentiellement reliés à la question que vous lui avez posée. C'est évidemment impossible pour une personne, mais quand on a comme Google des dizaines de milliers d'ordinateurs qui passent leur temps à se balader sur le web, à analyser les ordinateurs en Russie, en Islande, en Turquie, en Argentine, dans le monde entier, soudain, une chose qui était inconcevable avant Internet devient tout à coup possible. Il faut simplement beaucoup d'ordinateurs pour le faire correctement. Sergey Brin et Larry Page sont les deux personnes à l'origine de la création de Google. Ils sont très jeunes et ils ont tout juste la trentaine. Ils sont tous les deux fils de professeurs d'université. Quand Sergey Brin et sa famille sont arrivés aux États-Unis en 1979, il avait 6 ans. Ils ont quitté la Russie pour fuir l'antisémitisme. Le père de Sergey est professeur de mathématiques à l'université du Maryland. La mère est réellement une spécialiste des fusées, à la NASA. Le père de Larry Page a été le premier, il y a une dizaine d'années, à décrocher un doctorat en sciences de l'informatique à l'université du Michigan. Donc, ces gars ont grandi avec les mathématiques, les ordinateurs. Et on peut vraiment dire qu'ils sont la deuxième génération de l'informatique. Qu'est-ce qui les différencie culturellement des autres entreprises? Bien moi, je dirais c'est la tyrannie des algorithmes. Pour eux, tous les problèmes peuvent être résolus en trouvant le bon algorithme. Je crois qu'ils font partie de ce qu'on peut appeler les accros de l'informatique de la Silicon Valley. Ils aiment les mêmes choses, casse-tête, les défis, ce genre de choses. La première fois qu'ils se sont rencontrés, Sergey Brin faisait visiter le campus universitaire à de nouveaux étudiants potentiels. Larry Page se trouvait dans ce groupe et les deux ont commencé à parler et à se chamailler surtout devant tout le monde. Et les gens trouvaient étrange qu'ils puissent se disputer comme ça. Mais c'est avec cette mentalité qu'ils ont été élevés. Il faut provoquer et remettre en question.
Je pense qu'ils ont aussi une surprenante confiance en eux-mêmes et en leur capacité à réaliser les choses qu'ils ont décidé d'accomplir. Ils s'intéressent à plein de choses, ils sont brillants et ils aiment aussi faire la fête et s'amuser. Ils aimaient faire du roller dans le campus de Stanford. Ils sont différents. Je pense que Sergey est peut-être un peu plus espiègle. Larry Page est plus introverti. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il est plus calme. Larry est plus concentré sur la recherche et le développement. Sergey Brin est plus business, je dirais. Donc effectivement, ça fait une complémentarité. Et ce sont vraiment deux amis avec une amitié profonde. Ils forment ainsi une bonne équipe. Ils partagent un bureau, comme à l'université de Stanford. Ils me donnent l'impression d'être comme beaucoup de jeunes gens de leur âge, qui ont du talent et qui veulent rendre le monde meilleur. Je ne sais pas vraiment s'ils étaient comme ça avant leur arrivée à Stanford, mais j'aimerais bien croire que Stanford a renforcé cette idée qu'une personne peut bien faire en faisant le bien. La première fois que j'ai rencontré Michel Foucault, il venait faire une conférence à Stanford. Nous l'avons accompagné avec un ami, mais nous n'aimions pas Stanford car nous trouvions que c'était stérile, rigide et froid. Et Foucault a dit « Oh non, 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 j'aime Stanford. C'est le rêve de l'Occident. C'est ce dont Platon aurait rêvé s'il avait été vivant aujourd'hui. De grands espaces, très bien gérés et entretenus. Beaucoup d'argent et de nombreux corps magnifiques qui s'y promènent. Que pourrait-on souhaiter de plus ?» a-t-il dit en riant avec son rire habituel, étrange et ironique. Larry Page a une expression favorite. Il dit « Il est important d'avoir un saint mépris pour l'impossible ». Il n'était pas satisfait de la qualité de la recherche sur Internet. Au milieu des années 90, le meilleur moteur de recherche disponible était Alta Vista. Il était efficace en matière de recherche, mais n'était pas très bon en ce qui concerne le classement des résultats en fonction de leur pertinence. Donc un jour, Larry Page a dit à ses professeurs à Stanford « Je vais télécharger toutes les données qu'il y a sur Internet et améliorer la méthode de recherche ». Ils se sont moqués de lui, parce qu'ils ne croyaient pas un instant qu'un étudiant pourrait télécharger Internet. Et pourtant, il l'a fait. If only life were as simple as navigating on ZipNet. Stanford a un bureau de brevets technologiques. Beaucoup d'entreprises sont nées à Stanford. C'est rare de voir ça dans d'autres universités, entre autres parce que les autres universités réclament la propriété intellectuelle du brevet si vous avez utilisé leurs ressources pour cette création. Stanford détient des parts de Google. Son président siège au conseil d'administration de Google. Lorsque Larry et Sergey ont voulu trouver des fonds pour faire de Google une entreprise plutôt qu'un projet de recherche, j'ai contacté mon collègue Andy Bechtolsheim, qui est le fondateur de Sun Microsystems. J'ai arrangé une réunion sur le porche de ma maison, ici à Palo Alto. Larry et Sergey sont venus avec un ordinateur
et ont fait la démonstration du moteur de recherche pour Andy Bechtolsheim. Et je crois qu'Andy leur a immédiatement fait un chèque pour financer le démarrage de l'entreprise. Sergey a dit qu'il ne pouvait pas encaisser le chèque car il n'y avait même pas d'entreprise. Et alors Andy a dit, lance la société, ouvre un compte en banque et dépose le chèque. Rastafari is his name. Rastafari is his name. He's the rock of ages. He's the one who turned life's pages. In 1998, Brin and Page En 1998, Brin et Page ont quitté Stanford. Ils ont pris un congé sabbatique de leur doctorat pour lancer l'entreprise dans un garage de Palo Alto. Une start-up classique à Silicon Valley. 2 gars dans un garage avec une idée, très peu d'argent pour commencer l'aventure. C'était pendant l'apogée de la bulle Internet. J'avais déjà vu une vingtaine de sociétés comme la leur. Rien n'indiquait qu'ils allaient décrocher le gros lot. La première fois que je leur ai rendu visite, je n'ai même pas fait d'article sur eux, car il y avait beaucoup de moteurs de recherche. Pourquoi le leur serait meilleur que les autres? Il se trouve qu'il l'était. La première fois que je les ai rencontrés, je leur ai dit « C'est très bien, vous allez pouvoir vendre votre concept à l'une des principales sociétés de moteurs de recherche, parce qu'elles auront envie de cette technologie pour s'améliorer. Et vous en tirerez une belle somme d'argent. » Mais Larry pensait certainement qu'il pouvait aller plus loin, devenir le leader le plus compétitif sur le marché des moteurs de recherche. À cette époque, il était courant, comme ils l'ont fait eux-mêmes, de lancer une société et de voir ensuite comment la rendre rentable. Google a été en fait le meilleur et l'un des rares exemples où ça a marché. Et cela était dû principalement au fait qu'ils avaient pour financiers Michael Moritz et John Doerr, qui sont les 2 investisseurs en capital risque les plus connus à Silicon Valley. Du campus, on est passé à San Francisco. De San Francisco, on est passé à toute la Californie. De toute la Californie, on est passé aux États-Unis. Et ensuite, le bouche à oreille s'est fait en Europe dans un premier temps, puis en Asie. Hello to my friends from the Internet Village. This is Papadizzi from the mountains of Macedonia speaking to you. You can see, the sun is shining, no air pollution. Today, I want to speak about a very bad person. This person make a lot of problems to Papadizzi. And because you are my friend from the Internet Village, I will tell you his name. Mr. Google. Mr. Google, tell me, you bad person, why you don't find me American woman? Where do you hide all these American women, huh? I give you a very good deal. You find me American woman, I give you a goat. Ah? What do you say, Mr. Google? What do you say? Maybe you say 1 goat is not enough. Okay, how many goat do you want? 2? 3? 4, 5, how many? No deal, Mr. Google. No deal. You know what? I go to Mr. Yahoo. He will find me American woman. Tout le monde pensait que les portails et les innombrables services du web allaient devenir le gros business et que la recherche serait un service gratuit pour attirer les gens vers votre portail. Mais tout le monde se trompait. Alors que chez Google, ils avaient eu cette vision précoce d'organiser l'information au niveau mondial. Et ils avaient raison. Ce qui est remarquable avec Google, c'est que dès le début, les gens se sont sentis à l'aise avec la simplicité de la page d'accueil. So, how's school going? Good. Good. Tell me a little bit about school. I paint. You paint? What do you paint? Flower. Oh, pretty, like your dress? Really? Let's see if you really learn a lot. Who is the President of the United States? I don't know.
Let's Google it. Google? Who taught you about Google? What is Google? It's a .com website, and it tells you everything you want to know. It does? The single most popular page on the internet. La page la plus populaire sur Internet, c'est la page d'accueil de Google. Google.com avec son fond blanc et ce logo qui nous est familier. Il n'y a pas une seule publicité sur cette page. Et elle rend fou les investisseurs qui soutiennent Sergey Brin et Larry Page. Ils disent, voilà, c'est la page d'accueil la plus populaire, la plus vue, et vous ne voulez pas y mettre de publicité. C'est parce qu'ils veulent que cette page se charge le plus rapidement possible. Leur but, c'est de laisser les utilisateurs trouver leur information aussi vite que possible et ensuite de leur proposer des publicités qui ne sont pas envahissantes et qui sont pertinentes par rapport à leurs recherches. Google s'est dit, puisque les gens sont en train de chercher une information, il serait peut-être intéressant d'aller voir les annonceurs et de leur dire, écoutez, moi, dans ma boutique, j'ai tant de gens qui cherchent telle requête qui se trouve être un produit que vous vendez. Exemple, il s'agit d'aller voir un voyagiste qui dit, j'ai 300 000 requêtes liées à un voyage au Maroc tous les jours en France, j'en ai 300 000, combien vous voulez m'en acheter? Donc en fait, Google vend aux annonceurs de la publicité qui consiste en un lien sponsorisé qui va apparaître sur les côtés et au-dessus. Google's AdWords program. Le programme de Google AdWords, son programme de publicité, permet à toute entreprise ou individu d'enchérir ou d'acheter des termes ou des mots. Bon, je vends des voitures. Je vais acheter ce mot-clé et je suis prêt à payer, disons, $3 à chaque fois que quelqu'un clique sur ce mot. Et donc Google rentre ce mot dans le système. Bien sûr, voiture est un mot très populaire. Il y a plein de gens qui veulent acheter ce mot-clé. Par conséquent, ce qui se passe, c'est que je dis je paierai jusqu'à $3 et d'autres disent d'accord, je paierai $4 ou $2 ou plus. Ce qui se passe, c'est qu'on participe à une sorte d'enchère. Quand un utilisateur va chez google.com et fait une recherche sur le mot voiture, la publicité qui sera affichée en haut de la pile sera celle de l'annonceur qui aura misé le plus d'argent. Mais même si je dis OK, je suis prêt à payer $20 à chaque fois que quelqu'un clique sur voiture, si personne ne clique sur ma pub, Google peut refuser de l'afficher. Ça fait partie du système. Ça ne dépend pas uniquement de ce que je suis prêt à payer, mais aussi du point auquel ma pub est intéressante. Donc qui passe en premier? C'est l'annonceur qui aura réussi à avoir le plus de clics et à avoir payé le plus cher. Il y a un vieux dicton dans le commerce de l'Internet qui dit que les entreprises qui font le plus d'argent sont les 3 P. Pilule, pornographie et poker. Typiquement, les mots les plus chers sont ceux liés aux jeux, au porno ou aux médicaments. Donc on a là une forme de publicité intelligente qui tient compte de la popularité elle-même de la publicité. Chose que vous n'avez pas en télévision, où là, le téléspectateur subit la publicité, il n'a rien demandé, et en plus on lui met devant les yeux des publicités qui n'ont généralement rien à voir avec le programme qui est exposé sur les écrans. 95% ou plus des revenus de Google sont générés par la publicité en ligne. C'est probablement l'un des nouveaux supports publicitaires les plus puissants du monde. Et sa croissance est fulgurante. Tous les autres mettent des bannières et des trucs qui se promènent à travers l'écran. Et ça exaspère les internautes. Le succès de Google est, je pense, en partie dû au fait qu'ils n'irritent pas leurs utilisateurs. Le responsable financier de Google a dit une fois que la fraude au clic est la faiblesse de ce système. C'est lorsque les gens cliquent illégalement sur des pubs pour tromper les annonceurs et les dépouiller de leur argent. Vous pouvez rester à votre bureau et une seule fois par heure, pour éviter d'être pris par Google,
vous cliquez sur les annonces de vos concurrents. Ça peut passer la barrière de leur filtrage. Et c'est la manière la plus simple d'effectuer la fraude au clic. Il existe aussi une manière plus compliquée qui consiste à programmer automatiquement les clics à travers le monde et de manière anonyme. Et c'est très difficile d'en trouver et l'origine et l'intention. S'ils ne font pas plus pour protéger les annonceurs contre les fraudes au clic, je pense qu'ils s'attireront non seulement des procès de la part des entreprises privées, mais aussi des enquêtes fédérales du gouvernement. C'est entre 2001, 2002 et 2003 que Google a décollé. Et il ne voulait pas que Microsoft, Yahoo ou quiconque sache à quel point l'entreprise faisait des profits. Alors, ils ont résisté autant qu'ils ont pu à l'introduction en bourse, parce que ça implique qu'une entreprise soit contrainte de publier son bilan financier. Parce qu'ils savaient qu'une fois informés de la popularité de Google, les gens allaient se rendre compte de l'argent qu'ils gagnaient et que la compétition allait se durcir terriblement. Une histoire amusante que j'ai entendue, c'est qu'à la veille de leur entrée en bourse, l'un des deux fondateurs est monté sur scène en tenant une batte de baseball et a dit « On va entrer en bourse. Et si je vois dans notre parking une voiture plus chère qu'une BMW série 5, je la démolirai avec ma batte de baseball. Parce que ce n'est pas représentatif de la culture Google. » Quand Google a été mis sur le marché, ils ont bravé un certain nombre d'usages établis par les grandes sociétés par actions de Wall Street et les sociétés d'investissement qui pilotent les introductions en bourse. Google aime faire les choses à sa manière et Sergey Brin et Larry Page ne voulaient pas payer les honoraires habituels de 7% à Wall Street. Et ils ne voulaient pas que Wall Street ait le pouvoir ou le contrôle sur ce qu'ils allaient pouvoir obtenir des actions. Et donc, Google a dit à Wall Street, nous ferons des enchères électroniques et les petits investisseurs comme les grands pourront tous enchérir. Google leur a dit qu'il paierait des honoraires d'un montant de 2% parce qu'ils n'avaient pas besoin de Wall Street, ce qui a rendu dingue les banques d'affaires. Finalement, l'entrée en bourse a mieux marché que quiconque ne l'aurait imaginé. Yes, yes, yes. Oh, that's great. That's great. Oh, man. What are you so happy for? Google just bought YouTube for over $1 billion. We're going to be rich. Did you remember to buy that stock I told you about? Je ne suis pas surpris qu'après avoir été dans le tumulte d'une entrée en bourse, au cœur de Wall Street et du commerce, il souhaite échapper à tout ça pendant un petit moment pour profiter de la vie dans une communauté alternative. L'idée principale de Burning Man, ou l'espèce de passion culturelle de Burning Man, c'est de créer un événement à la croisée de l'art et de la technologie. Et je pense que ça, c'est très proche de l'âme des fondateurs de Google. Donc pour moi, ce n'est pas du tout surprenant qu'ils veuillent y aller la semaine suivant la réussite de leur introduction en bourse. Burning Man est un événement social intéressant qui a lieu dans le désert. Aujourd'hui, jusqu'à 40 000 personnes viennent et construisent une ville qui disparaît une semaine plus tard. En fait, une fois le festival terminé, impossible de savoir où il a eu lieu.
C'est une sorte de camping sauvage dans un environnement difficile, avec des vents très forts et parfois même des cyclones. La nature y est imprévisible et puissante. Et au-delà de ça, c'est une ville organisée comme n'importe quelle ville. On y trouve tout ce qu'il y a dans une ville normale, à part une prison. L'événement Burning Man, c'est un rassemblement de plusieurs milliers de personnes sans aucun échange commercial. On a appelé ça l'économie du don. Ce n'est pas une idéologie qui régit cette communauté, c'est une éthique. C'est dans la lignée des happenings. C'est les beatniks et surtout les hippies qui faisaient des happenings, Ginsberg et d'autres. Ils se réunissaient dans des endroits plus ou moins désolés, en dehors de la société, dans un coin de nature sauvage. Et là, ils inventaient de nouveaux mondes temporaires, mais de nouveaux mondes où il y avait beaucoup de drogue, beaucoup de sexe, beaucoup d'auto-expérimentation et d'expérimentation corporelle. La première fois que les fondateurs de Google sont venus, ils se sont déshabillés et se sont peints le corps. Ils ont pigé tout de suite. Ils ont pigé tout de suite. C'est intéressant que ce soit des patrons qui soient venus. L'idée d'aller dans un territoire vierge, ouvert, pour créer des choses totalement nouvelles dont on ne connaît pas encore l'utilité, ne leur était pas étrangère. C'est la nature du business comme ils l'entendent. Et ils le comprennent très bien, je crois. Mon ami, le professeur Michel Foucault, avait une bonne formule, se déprendre de soi. Construire d'une part une personnalité flexible qui va changer, et d'autre part une personnalité qui explorerait ses limites intérieures. C'est quelque chose qui intéresse ce genre d'entreprise. Nous avons eu l'idée de concevoir un modèle 3D de toute notre cité qui serait si réaliste que ça en serait troublant. Alors nous sommes allés voir Google et nous leur avons expliqué ce que nous avions en tête. On pourrait tourner autour, voler par-dessus, se promener dedans. On est allé les voir et ça les a tout de suite excités. Il y a eu une première réunion où ils ont dit « On adore, on va s'y mettre ». Il n'y a pas eu de négociation financière. Ils étaient prêts à nous l'offrir. Ce n'est pas surprenant. Vous savez, je crois qu'ils ferment quasiment durant le rassemblement de Burning Man. On dit même que le fait d'être venu à Burning Man est pour eux un critère d'embauche. C'est plutôt intéressant. J'ai eu l'occasion de parler à une de leurs cadres et elle m'a dit « Vous savez, on aime juste faire des trucs qui nous plaisent, qui paraissent intéressants. Et on verra le côté financier plus tard. » Oh my. What a business concept. Le danger serait que Google rachète Burning Man et en fasse son Disneyland personnel. Mais ça n'est pas le but. Pourquoi voudraient-ils le racheter? Ils veulent y apprendre, s'en servir, y participer, ils veulent y expérimenter. Donc c'est dans l'intérêt du capitalisme mondial avancé d'être proche.
et même impliqués dans ce genre d'expérimentation. Mais s'ils contrôlaient ces endroits, ils les ruineraient et ils ne fonctionneraient plus comme ils le devraient. Je crois que San Francisco, depuis la ruée vers l'or au XIXe siècle, puis ensuite de nouveau après les tremblements de terre, est un endroit qui a toujours été le site de l'hédonisme. Ça a été un endroit anticonformiste durant toute son histoire et ça a toujours été une ville un peu rebelle. Il faut savoir que la famille de William Burroughs a fait sa fortune chez IBM. Et que Kerouac, quand j'étais étudiant dans les années 60 à Chicago, il est venu faire une conférence en costume cravate. Il a dit les gars, si vous voulez prendre le pouvoir dans ce pays, vous feriez mieux de vous couper les cheveux. Alors qu'il était complètement défoncé à toutes les drogues hallucinogènes, connues ou pas. Ladies and gentlemen, Steve Ballmer! Come on! Get up! Get up! Come on! Come on! Give it on for me! Come on! Who said sit down? I have 4 words for you. I love this company. Yes! Hey man, fais ce que tu veux. Hey man, sois libre. Hey man, vise un peu ça. Hey man, c'est ma vie. Ne me dis pas ce que je dois fumer. Ne me dis pas avec qui je dois coucher. Donne-moi un boulot et je le ferai. Le reste ne te regarde pas. Et sans trop exagérer, cet esprit fait partie de l'énergie californienne, encore aujourd'hui.
idée vieille, désormais plutôt datée, que l'Internet étant un monde de pionniers, forcément c'est un monde humaniste et de valeurs humanistes. C'est une idée qui est très importante aux États-Unis, qui ne correspond évidemment jamais à la réalité historique. On n'a jamais vu de front pionnier quelconque dans quelque univers que ce soit être un front pionnier moral. Mais on n'a jamais vu de front pionnier s'ouvrir sans revendiquer une valeur morale. Le capitalisme américain ne se préoccupe pas de respectabilité. Il veut gagner de l'argent. La vision française qui veut que pour être patron d'industrie, il faille vivre d'une certaine manière, issue des restes du style de la grande bourgeoisie, n'est pas vraie ici. Encore moins dans l'industrie du capital-risque. Je crois que personne ne se soucie de savoir si Bill Gates a bon ou mauvais goût. Ce qui compte, c'est ce qu'il a accompli. C'est intéressant de penser que Bill Gates a créé la plus grande fondation du monde, que Google a aussi sa fondation, ce qui fait aussi réfléchir. Ça fait partie du jeu capitaliste américain protestant qui consiste à prendre et à donner selon ses propres termes. Chez beaucoup aux États-Unis, une bonne conscience et un sentiment, encore une fois, que la prospérité matérielle à quoi on atteint est le signe non seulement de son efficacité capitalistique, mais d'une certaine façon de son mérite civique. Alors là, c'est pas nouveau, ça remonte à l'Antiquité. Google vient de créer une fondation à but lucratif. C'est inédit. Est-ce bien ou mal? Les gens ont diverses opinions là-dessus. Mais l'idée de changer le modèle pour le rendre plus efficace et améliorer le monde est tout à fait dans la ligne de ce qu'ils font. Leur premier projet est d'éliminer la polio en Inde. Et de le faire sans l'État ou l'ONU, mais en se servant des nouvelles technologies et les téléphones portables qui peuvent être distribués dans tous les villages de l'Inde afin que les rapports épidémiologiques soient beaucoup plus précis qu'avec n'importe quel autre appareil bureaucratique existant. Et ils veulent aussi mettre en place ce modèle de façon à ce que ce soit eux, probablement, qui vendront les téléphones portables, les logiciels, les connexions, je ne sais quoi, c'est très américain. Quand vous avez du succès et que vous êtes riche, vous pouvez vous permettre d'avoir plus d'éthique. Sergey Brin et Larry Page sont les jeunes hommes d'affaires les plus fortunés en Amérique aujourd'hui. Leur fortune personnelle se compte en dizaines de milliards de dollars. Donc ces gars valent une immense somme d'argent. Mais ils restent motivés et concentrés sur Google, car c'est ce qu'ils aiment faire. Googleplex est le siège social de Google et il est situé à Mountain View en Californie, à Silicon Valley. C'est comme un campus universitaire sous stéroïdes, je veux dire, c'est un endroit délirant. Well, we try to provide a really comfortable environment here, and also we make it playful to increase creativity. Hey, David, how are you? Pretty good. What's up? Oh, not much, but we're making a movie. Oh, I'm sorry. I'll leave you alone. All right. See you at the Tech Talk. Yes. Hi, I'm Jen Fitzpatrick, and I'm an engineering director here at Google. La meilleure façon d'entretenir de la matière grise, il faut que la matière grise se sente à l'aise. En d'autres termes, on leur offre des conditions de travail qui sont absolument uniques, ne serait-ce qu'aux États-Unis. We have the on-site gourmet cafes. You're surrounded by very bright, very enthusiastic people, and things happen really quickly. The weather is great, the people are great. You've got San Francisco just 40 minutes away from Google. That I think Google is famous for. Et ils ont vraiment été loin dans le but d'optimiser les choses pour les employés. Donc il y a une station de lavage pour voitures,
Vous pouvez vous faire couper les cheveux sur place. Vous n'avez pas à sortir pour aller chez le coiffeur. Je crois qu'il y a un médecin et si vous êtes souffrant, vous pouvez le consulter. Il y a une salle de gym, etc. Pour un employé, c'est très agréable. Vous pouvez vous débarrasser de toutes les contraintes de la vie de tous les jours sans avoir à courir ici ou là et vous pouvez vraiment vous concentrer pour faire un bon travail. Ils permettent même aux gens d'amener leurs chiens au travail, pas les chats. À Googleplex, il y a des machines à laver et des sèche-linges. En fait, ce qu'ils ont tenté de faire, c'est d'éliminer la distinction entre le travail et le jeu. Google a eu un incroyable impact sur la Silicon Valley parce qu'ils ont réussi à recruter les meilleurs et les plus brillants. Google est le lieu où il faut être. C'est l'endroit le plus coté où vous puissiez être. Ils ont embauché de nombreuses personnes très talentueuses de chez Microsoft, de chez IBM et d'autres entreprises de technologie. Bill Gates a dit « À mon avis, Google est une menace pour Microsoft ». MSN, le moteur de recherche de Microsoft, a énormément investi pour tenter de rattraper Google. Et jusqu'à présent, ils ont perdu du terrain. C'est pour moi extraordinaire. Vous voyez, voici la première entreprise informatique au monde qui s'évertue à rattraper Google et qui n'y arrive pas. Avec le temps, ils seront de plus en plus amenés à empiéter sur le domaine de l'un ou de l'autre parce que Google offre beaucoup de choses variées. Les feuilles de calcul, des programmes de traitement de texte et d'autres programmes. Et cela gratuitement, sur le web. Toutes choses qui sont maintenant payantes chez Microsoft. Microsoft a peur qu'on puisse se passer de Microsoft Windows. Bill Gates, par exemple, a été très clair et je suis sûr que les gens de Google sont très clairs là-dessus aussi. S'ils cessent d'évoluer, ils vont disparaître. Bill Gates a loupé l'Internet et tente de le rattraper depuis. Google les a pris par surprise, alors ils dépensent beaucoup d'argent pour tenter de savoir ce qu'ils peuvent faire pour survivre dans le monde de Google. Ce qui a tendance à inquiéter les acteurs sur Google, c'est finalement cet effet bulle financière qui s'est recréé autour de leur valorisation et qui leur donne justement les capacités d'investir, d'acheter YouTube ou d'acheter d'autres sociétés avec une valorisation complètement démente. Donc ça donne une idée du pouvoir de Google d'action dans une sphère économique. Mais malgré tout... Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a homepage. Google est présent dans plus de 100 pays et dans plus de 100 langues différentes. Google est la société qui atteint le plus gros chiffre d'affaires et plus rapidement que n'importe quelle autre société dans l'histoire des États-Unis. Je pense que Google sera encore plus grand que Microsoft ou IBM parce que la plateforme sur laquelle il repose, Internet, est plus grande. Un des grands défis que Google doit relever, c'est comment maintenir l'innovation, comment rester à la pointe de la technologie tout en se développant. De toute façon,